Mon gendre a épousé ma fille pour avoir ma maison. Je le savais. Mais quand il s'est présenté avec un notaire juste après le mariage pour me mettre à la porte, il ne savait pas que je n'étais pas qu'un vieil homme. J'étais l'architecte de sa chute. Il pensait conclure un marché, mais il tombait dans un piège que je lui avais tendu depuis des mois. Avant de vous raconter comment un analyste logistique à la retraite a renversé la situation face à un escroc, dites-moi dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner, car vous allez vouloir savoir comment cela se termine. C'était un mardi matin, à 10 heures. Le soleil commençait tout juste à réchauffer les marches du porche lorsque la sonnette a retenti. Ce n'était pas la sonnerie douce d'un voisin, ni le bourdonnement rapide d'un livreur, mais une longue pression impatiente. Je savais qui c'était avant même d'ouvrir la porte. Kevin se tenait là, un sourire narquois plaqué sur le visage, comme de la peinture bon marché. Il portait un costume qui coûtait plus cher que ma première voiture. À côté de lui, un homme à l'air nerveux, vêtu d'un blazer froissé, serrait une maillette contre sa poitrine. Mon gendre Kevin n'attendit pas qu'on l'invite à entrer. Il me bouscula, son haut de Cologne emplissant le couloir que ma femme Carol avait soigneusement tapissé il y a 30 ans. Il entra dans mon salon comme s'il en était déjà le propriétaire. Bonjour, David, dit-il, sans même prendre la peine d'utiliser un terme plus familier. J'espère que vous avez commencé à faire vos cartons. Les nouveaux propriétaires veulent prendre possession des lieux d'ici la fin de la semaine. Il fit un geste vers l'homme qui se tenait toujours près de la porte. Voici M. Peters, c'est un notaire. Nous sommes ici pour finaliser les dernières formalités administratives. Je fermai doucement la porte d'entrée et me tournai vers lui. Je gardais les mains fermes et la voix calme. C'était un système comme les autres, et tous les systèmes ont une faille. De quelle formalité s'agit-il, Kevin? Il a laissé échapper un petit rire sec, semblable au bruit du métal qui se déchire. Oh, ne jouons pas au chat et à la souris. Amelia et moi avons vendu la maison. C'est fait, et il est temps pour vous de déménager dans un endroit plus approprié. Nous vous avons trouvé une jolie chambre à la maison de retraite Golden Meadows. Ils offrent des soins 24 heures sur 24. Ces mots sont restés suspendus dans l'air, lourds et étouffants. Je n'ai pas ressenti de colère. Pas encore. Cela viendrait plus tard. Pour l'instant, je ressentais une lucidité froide et dure. La dernière pièce du puzzle venait de se mettre en place. Je me dirigeai vers le comptoir de la cuisine et me servis un verre d'eau. Mes mouvements étaient lents et délibérés. Ma main ne tremblait pas. La confiance de Kevin commença à vaciller légèrement. Il s'attendait à des cris. Il s'attendait à des larmes. Il ne s'attendait pas au silence du homme. Je bus une gorgée d'eau. Ma femme, Carol, adorait cette maison, ai-je dit d'une voix calme, mais qui résonnait dans toute la pièce. Elle a planté cet érable dans le jardin l'année où Amelia est née. Elle disait que ses racines étaient des racines de notre famille, profondes et solides. Je lui racontais l'histoire, un détail destiné à souligner la gravité de sa trahison. Je voulais qu'il comprenne exactement ce qu'il essayait de voler. Ce n'était pas seulement des briques et du mortier. C'était une vie. La patience de Kevin a atteint ses limites. Son apparence soignée s'est fissurée, révélant la laideur de sa cupidité. C'est de l'histoire ancienne, a-t-il craché. Il s'agit de l'avenir. Un avenir que vous empêchez. Vous devenez un fardeau, David. Soit vous signez ce document acceptant le transfert, soit nous serons contraints d'utiliser la procuration médicale d'Amelia. Nous vous ferons déclarer incapable. À toi de choisir. Il jeta un épais dossier sur la table basse. Le bruit résonna dans la maison silencieuse. C'était un ultimatum. C'était son échec et mat. Il ne se rendait tout simplement pas compte qu'il jouait sur mon échiquier. Je ne jetais même pas un coup d'œil au dossier. Je regardais l'horloge sur la cheminée, un cadeau de mariage des parents de Carol. Il était 10h04. Tout se déroulait comme prévu. Je reportais mon regard calme sur Kevin, dont l'expression suffisante commençait à revenir, pensant qu'il avait gagné. Ça me semble parfait, dis-je d'une voix aussi neutre que possible. Mais avant de faire quoi que ce soit, allons d'abord au poste de police. J'ai l'impression que l'inspecteur Miller est très intéressé de vous rencontrer. Le sourire narquois disparut du visage de Kevin, instantanément remplacé par une lueur de confusion, puis d'inquiétude. De quoi parlez-vous, vieil homme? Je me permis un petit sourire en coin. Il n'atteignit pas mes yeux. Oh, je lui ai juste envoyé un petit colis, un dossier d'environ 5 cm d'épaisseur. Je l'ai intitulé
Project Marshall Properties, Arizona. Ce nom vous dit quelque chose, Kevin? Il pâlit. C'était comme si j'avais actionné un levier et que tout son sang s'était retiré de son cerveau. Il avait l'air d'un homme qui venait de voir un fantôme. Et d'une certaine manière, il avait devant lui le fantôme de toutes les vies qu'il pensait avoir réussi à détruire. À ce moment-là, la porte arrière s'ouvrit et ma fille Amelia entra, un sourire radieux et naïf sur le visage. Un sourire qui se figea sur ses lèvres lorsqu'elle vit la scène. Son mari pâle et en sueur, un homme étrange avec une maillette près de la porte, et son père debout là, qui n'était plus le vieil homme frêle qu'elle avait décidé qu'il était, mais un gardien, et il venait de fermer la porte pour de bon. Ces mots flottaient dans l'air, lourds et suffocants. Un homme normal aurait crié. Un homme plus faible aurait supplié. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Je l'ai observé, ce prédateur, qui avait flairé ce qu'il pensait être un animal blessé. Je ne ressentais ni colère ni peur. Ce que je ressentais, c'était une profonde et froide lucidité. La dernière pièce d'un système complexe qui se mettait en place. Il s'attendait à une réaction. Il en avait besoin. Cela aurait validé son pouvoir. J'ai choisi de ne lui donner rien. Au lieu de cela, je me suis détourné de lui et je me suis dirigé vers le comptoir de la cuisine. Mes mouvements étaient lents, délibérés, comme ils l'avaient été pendant 72 ans. J'ai ouvert le placard, j'ai pris un verre propre et je l'ai rempli d'eau du robinet. Ma main était parfaitement stable. À travers le reflet de la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir Kevin se raidir. Mon calme était une insulte à sa victoire. C'était un langage qu'il ne comprenait pas, et cela le déstabilisait. Tant mieux. J'ai bu une gorgée d'eau fraîche, laissant ce moment m'ancrer dans le présent. Puis je me suis retourné pour lui faire face, m'appuyant légèrement contre le comptoir. Mon regard a dérivé au-delà de lui à travers la porte coulissante en verre vers le jardin. Ma femme Carol, elle adorait cette maison. J'ai dit d'une voix calme, mais qui résonnait dans la pièce avec le poids du souvenir. Elle a planté cet érable près de la clôture l'année où Amelia est née. Nous venions d'emménager. L'arbre n'était pas plus grand qu'un jeune arbrisseau. Elle l'a arrosé tous les jours pendant le premier été. Je fis une pause, laissant l'image s'imprégner dans la pièce. Elle disait que ses racines étaient celles de notre famille, que tant qu'il resterait solide, nous le serions aussi. Elle croyait que je ne parlais plus à Kevin. Je plaçais un fait dans la pièce, un témoignage de ce qu'il essayait de profaner. Ce n'était pas seulement de la brique et du mortier. C'était une vie. C'était ma vie. Mes paroles ont eu l'effet inverse de celui qu'il espérait. La mention de ma défunte épouse, issue de la famille dans laquelle il s'était marié, ne l'a pas adouci. Cela l'a mis en rage. Le masque raffiné du gendre attentionné s'est finalement fissuré, révélant la cupidité laide et désespérée qui se cachait derrière. C'est de l'histoire ancienne, a-t-il craché d'une voix grave et menaçante. Des sottises sentimentales. Il s'agit de l'avenir. Il s'agit de la réalité. Et la réalité, c'est que tu deviens un fardeau, David. Un poids. Le mot resta suspendu dans l'air, clinique et cruel. Soit tu signes ce document acceptant le transfert et le déménagement, soit nous serons obligés d'utiliser la procuration médicale dont dispose Amelia. Il prit le gros dossier posé sur la table basse et le brandit comme une arme. Nous te ferons déclarer incapable par un médecin qui comprend la situation. Nous prouverons que vous n'êtes pas capable de gérer vos propres affaires. Ce sera compliqué, mais le résultat sera le même. À vous de choisir. Signez gentiment ou nous le ferons de manière plus difficile. Il jeta le dossier sur le bois poli de la table basse que Carol avait restaurée elle-même. Le bruit résonna dans la maison silencieuse. C'était un ultimatum. C'était son dernier coup dans un jeu qu'il pensait avoir déjà gagné. Il ne se rendait tout simplement pas compte qu'il jouait sur mon terrain, selon mes règles, et j'étais sur le point de lui montrer ce qu'était le vrai jeu. L'ultimatum de Kevin, le dossier qu'il avait posé sur la table basse, était là, entre nous. C'était censé être le mot de la fin, la conclusion d'une affaire qu'il avait déjà tranchée. Il se pencha légèrement en arrière, une lueur triomphante dans les yeux, et attendant mon inévitable effondrement. Il s'attendait à ce que je m'effondre, que je supplie, que je finisse par céder et accepter le rôle pathétique que lui et ma fille avaient écrit pour moi. Il considérait le dossier comme un marteau. Il ne se doutait pas que je tenais un détonateur. Je n'ai même pas jeté un coup d'œil au dossier. Mon regard s'est plutôt porté sur la vieille horloge de grand-père dans le coin, un cadeau de mariage des parents de Carol. Son tic-tac régulier était le battement de cœur de cette maison depuis près de 50 ans.
L'aiguille des minutes avançait. Il était 10 h 04. Tout se déroulait exactement comme prévu. Je regardais Kevin, dont l'expression suffisante était désormais teintée d'impatience. Je m'autorisais un petit sourire en coin. Il n'atteignit pas mes yeux. Ça me semble parfait, dis-je d'une voix aussi calme et posée qu'un lac gelé. Mais avant de signer quoi que ce soit, je pense que nous devrions d'abord passer au poste de police. J'ai le sentiment que l'inspecteur Miller serait très intéressé de vous rencontrer. Ce nom tomba dans la pièce silencieuse comme une pierre dans un puits. Le sourire narquois de Kevin disparut instantanément, remplacé par un éclair de confusion, puis par une vague de colère défensive. Tout son corps se tendit, le chasseur réalisant soudainement que la forêt était devenue silencieuse pour une raison. « Mais de quoi parlez-vous, vieil homme ?» Il haussa le ton, perdant son assurance et son calme habituel. « Quelles absurdités essayez-vous de raconter ?»« Oh, ce ne sont pas des absurdités, » répondis-je en gardant un ton conversationnel, comme si nous discutions de la météo. Je lui ai envoyé un petit colis il y a quelques jours, un dossier. Assez épais, en fait. Environ 5 cm, je dirais. J'ai pris la liberté de le libeller pour lui. Il s'intitule Marshall Properties Arizona Project. Ce nom vous dit-il quelque chose, Kevin? Je l'observais. Je voyais la façade de confiance qu'il s'était construite s'effondrer en temps réel. Son visage pâli, laissant apparaître un masque maladif et blême. Ses yeux, qui quelques instants auparavant étaient remplis d'une arrogance prédatrice, étaient désormais écarquillés, reflétant une peur pure et sans mélange. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. C'était comme si j'avais plongé la main dans sa poitrine et débranché sa voix. Il avait l'air d'un homme qui venait de voir un fantôme. Et d'une certaine manière, il avait le fantôme de tous les mensonges qu'il avait jamais dits, de toutes les personnes qu'il avait jamais trompées, qui se dressaient tous en même temps dans ce salon tranquille de Denver. À ce moment-là, la porte arrière s'est ouverte et ma fille Amelia est entrée avec un sourire radieux et innocent sur le visage. « J'ai apporté des beignets », a-t-elle dit d'une voix enjouée. Son sourire s'est figé sur ses lèvres lorsqu'elle a pris conscience de la scène. Son mari était pâle et en sueur, ressemblant à un animal acculé. Un homme étrange et nerveux serrait une mallette près de la porte, et son père se tenait près du comptoir de la cuisine, n'étant plus le vieil homme frêle et oublieux qu'elle avait décidé qu'il était, mais un gardien. Il était désormais un étranger pour elle, calme et impénétrable. Elle n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer, mais elle savait avec une certitude écœurante que tout avait changé. Elle était entrée dans la fin de son monde, et elle ne savait même pas qui avait allumé le feu. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce moment figé, avec ma fille dans l'embrasure de la porte et son mari démasqué dans mon salon, il faut remonter 6 mois en arrière. Il faut remonter au mariage. C'était une journée ensoleillée au début du mois de mai, le genre d'après-midi parfait dans le Colorado qui vous fait croire en un nouveau départ. La cérémonie s'est déroulée dans les jardins botaniques, sous une voûte de rosée blanche que j'avais payée. Tout était parfait en apparence. Mais toute ma carrière reposait sur ma capacité à voir au-delà des apparences. Pendant 40 ans, mon univers a été la logistique. Je n'étais ni ingénieur ni charpentier. J'étais analyste de la chaîne d'approvisionnement. Mon travail consistait à avoir une vue d'ensemble du système afin de prévoir les défaillances avant qu'elles ne se produisent, de comprendre qu'une vis desserrée dans un entrepôt à Omaha pouvait entraîner un désastre d'1 million de dollars à Seattle. Je transportais des marchandises à travers le pays avec une précision discrète. Chaque décision était basée sur des données et des modèles. Tout cela, chaque risque calculé, chaque longue nuit passée à regarder des feuilles de calcul, avait un seul but: construire un refuge sûr pour Amelia après le départ de sa mère. Et là, debout, en la regardant dans sa robe blanche, j'ai ressenti une telle fierté que j'ai failli m'effondrer. Elle ressemblait tellement à Carol, les mêmes yeux brillants, le même rire qui pouvait vous faire oublier vos soucis, mais elle avait en elle une fragilité que sa mère n'avait jamais eue. Un besoin d'approbation qui la rendait vulnérable. Et mon système, celui que j'avais construit pour la protéger, faisait clignoter un voyant d'alerte. Ce voyant d'alerte s'appelait Kevin. Lors de la réception organisée dans une salle lumineuse et aérée donnant sur les jardins, ce sentiment n'a fait que se renforcer. Kevin était le marié parfait. Il se déplaçait parmi les invités avec un charme naturel. Il posait une main sur l'épaule d'un oncle, partageait un rire avec un cousin. Il se souvenait du nom de tout le monde. Il complimentait ma sœur sur sa robe.
Il faisait tout comme il fallait, mais ses yeux scrutaient constamment la salle, non pas à la recherche de sa nouvelle épouse, mais à la recherche d'une opportunité. Il ne célébrait pas un mariage, il faisait du réseautage. Je l'ai entendu pour la première fois près du bar, où il parlait à un homme qu'il avait présenté comme un partenaire commercial. La maison de son père est une mine d'or, disait Kevin. Sa voix était possible, mais enthousiaste. Elle valait 3 d'acre dans un quartier où la valeur des propriétés explose. Si vous démolissez ce vieux ranch en briques, vous pourriez construire un duplex de 2 millions de dollars. Facile. J'ai senti un nœud froid se former dans mon estomac. Une vieille ferme en briques. Il parlait de ma maison. La maison où Amelia a fait ses premiers pas. Une heure plus tard, je l'ai entendu à nouveau, cette fois en train de parler à un autre groupe d'hommes en costume coûteux. Les émaux étaient presque identiques. Un bien immobilier de premier choix, un potentiel inexploité. Le vieil homme est assis sur un billet de loterie et ne le sait même pas. Il l'a dit en riant, comme s'il s'agissait d'une blague. Mais ce n'était pas une blague, c'était un plan d'affaires. Il ne voyait pas une maison familiale, un lieu de souvenirs et d'amour. Il voyait un terrain, un actif à liquider. J'ai trouvé Amelia près du gâteau de mariage. Elle rayonnait d'un bonheur que je ne lui avais pas vu depuis des années. J'ai essayé de choisir mes mots avec soin. Chérie, Kevin semble très intéressé par la maison. Elle a ri d'un rire cristallin qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Oh, papa, ne sois pas si cynique. C'est un visionnaire. Il voit du potentiel partout. N'est-ce pas merveilleux? Elle m'a tapoté le bras, un geste dédaigneux et apaisant. Il est juste enthousiaste à l'idée de construire un avenir pour nous. Elle ne le voyait pas. Elle ne voulait pas le voir. Elle voyait un homme beau et ambitieux qui lui promettait le monde. Elle ne voyait pas le calcul froid dans ses yeux. Plus tard dans la soirée, alors que la fête touchait à sa fin, je les ai vus debout ensemble dans un coin tranquille. J'ai pensé que c'était un moment tendre, un couple de jeunes mariés volant 1 minute pour eux-mêmes. Mais ensuite, j'ai vu ce qu'ils regardaient. Amelia avait sorti son téléphone. Elle faisait défiler les photos de ma maison, celle dans laquelle elle avait grandi. Et Kevin ne la regardait pas. Il fixait le téléphone, son expression n'était pas celle d'un mari aimant, mais celle d'un loup fixant sa proie. À ce moment-là, j'ai su qu'il n'avait pas épousé ma fille. Il avait réalisé une fusion et j'étais l'actif qu'il comptait dépouiller. Le mariage n'était pas un nouveau départ. C'était le début d'un hold-up méticuleusement planifié. Le malaise provoqué par le mariage s'est installé en moi et y est resté. Pendant quelques semaines, tout était calme. Puis vint le dîner du dimanche. C'était l'idée d'Amelia. Elle disait que ma cuisine lui manquait, en particulier le rôti que sa mère m'avait appris à préparer. Cette demande me semblait être une fragile branche d'olivier, et contre mon bon sens, je l'ai acceptée. J'ai passé toute l'après-midi à préparer le repas, remplissant la maison des arômes chauds et familiers du romarin et du thym. Je me suis dit que j'avais trop réfléchi, que j'étais juste un père inquiet pour sa fille. J'avais tort. Ils sont arrivés comme un couple puissant sorti d'une couverture de magazine. Kevin portait un pull en cachemire, Amelia une blouse en soie. Ils ont apporté une bouteille de vin coûteux et ont passé les 20 premières minutes à bavarder joyeusement et sans intérêt de leur lune de miel, de leurs amis, d'un nouveau restaurant en ville. Tout cela n'était qu'une mise en scène soigneusement préparée. Et après que nous ayons terminé le plat principal, Kevin a décidé qu'il était temps de lever le rideau. En parlant de l'avenir, David a-t-il commencé en s'essuyant la bouche avec une serviette. Amelia et moi avons réfléchi ensemble à un projet. Quelque chose qui nous enthousiasme énormément. C'est vraiment une opportunité pour nous tous. Il s'est penché à côté de sa chaise et a sorti un élégant porte-document en cuir. Il l'a posé sur la table à côté du plat à moitié mangé. Il l'a ouvert et en a sorti une série de grands plans roulés. Il les a étalés sur la table, le papier craquant recouvrant les traces d'eau sur le vieux bois, l'odeur de l'encre fraîche se mêlant à celle des plats faits maison. Cela m'a semblé être une violation. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, même si je le savais déjà. Ça? La voix débordante de la passion d'un vendeur, c'est notre avenir et le vôtre. Son doigt suivit les lignes sur le papier. Nous démolissons cette structure. Elle est vieille. Les fondations s'affaissent et son entretien coûte une fortune.
À sa place, nous construirons un duplex ultramoderne. 2 unités de 3000 pieds de carré chacune. Des finitions haut de gamme, une technologie domotique. Nous pouvons vendre chacune d'elles au minimum 1,2 million. Il m'a regardé, les yeux brillants d'excitation à l'idée de conclure cette affaire. Et le meilleur pour vous, c'est ce que vous n'aurez plus aucun souci. Nous vous installerons dans un luxueux appartement-terrasse en centre-ville. Service de conciergerie, salle de sport, piscine sur le toit. Vous n'aurez plus à lever le petit doigt, plus besoin de tondre la pelouse, plus besoin de vous soucier des fuites dans le toit. C'est le plan de retraite idéal. Il s'est calé dans son fauteuil, un sourire fier sur le visage, comme s'il venait de m'offrir les clés du royaume. Il voyait ma maison comme une série de problèmes à résoudre, un fardeau à alléger. Il ne comprenait pas que chaque craquement du parquet, chaque éraflure sur le cadre de la porte était un souvenir que je chérissais. Il ne m'offrait pas un paradis. Il m'offrait une prison. J'ai regardé les plans, ces boîtes froides et stériles qu'il voulait construire sur la tombe de ma vie. Je lui ai rendu les papiers. Ma voix était calme, mais aussi solide que les fondations qu'il venait d'insulter. La réponse est non. Le sourire de Kevin s'est effacé. Quoi? La réponse est non, ai-je répété. C'est ma maison. Elle n'est pas à vendre. Ce n'est pas un projet. Ce n'est pas un actif à liquider. Le silence qui a suivi était lourd et glacial. Kevin a regardé Amelia, un ordre silencieux passant entre eux. Ma fille, mon unique enfant, s'est tournée vers moi, le visage empreint de déception et de frustration. Papa, ne sois pas comme ça, a-t-elle dit d'une voix aiguë. C'est une opportunité incroyable. Kevin a travaillé si dur sur ce projet, pour nous, pour la famille. Démolir ma maison n'est pas une opportunité pour cette famille. Amelia, dis-je, ma patience s'amenuisant. Tu es égoïste, rétorqua-t-elle d'une voix plus forte. Tu restes assis ici, dans cette grande maison vide, pendant que nous essayons de construire un véritable avenir, un avenir meilleur pour tout le monde. Tout ce que tu as à faire, c'est de lâcher un peu prise sur le passé, mais tu ne veux même pas y songer. Tu ne penses qu'à toi. Cette accusation me frappa plus durement que n'importe quel coup physique. Égoïste. Après avoir passé toute ma vie à la faire passer en premier, à travailler, je n'aimais pas toujours lui offrir une vie que je n'avais jamais eue. J'ai regardé cette femme assise en face de moi, et pendant un instant, je ne l'ai pas reconnue. J'ai vu la cupidité de Kevin se refléter dans ses yeux. La première grande bataille n'avait pas été menée contre des étrangers, mais ici même, à la table où je lui avais appris à tenir une fourchette. Le rôti était froid. Le vin restait intact. La guerre pour ma maison avait commencé. Après ce désastreux dîner dominical, un silence glacial s'est installé. Pendant 2 semaines, je n'ai rien entendu de leur part. Pas d'appels furieux, pas d'excuses. C'était une retraite stratégique. J'avais la certitude, en tant qu'homme ayant étudié les systèmes toute ma vie, qu'ils étaient simplement en train de se réorganiser. Leur assaut frontal avait échoué, ils allaient donc maintenant commencer un siège. Et cela ne commença pas par un coup d'éclat, mais par 1000 petites entailles insidieuses. La première fut un avis de retard de la compagnie d'électricité Red Inc., déclarant que mon compte était en souffrance. C'était impossible. Je payais toutes mes factures le jour même de leur réception. J'avais un système, un grand livre que je tenais depuis 40 ans. Je me rendis à mon bureau et le sortis. Il était là, inscrit de ma propre main soignée, avec le numéro du chèque et la date d'envoi. J'ai appelé la banque. Le chèque avait été encaissé 1 semaine auparavant. Lorsque j'ai rappelé la compagnie d'électricité pour leur communiquer cette information, ils se sont excusés. Une erreur administrative, ont-ils dit. Un bug dans le système. Je n'y ai plus pensé. 1 semaine plus tard, je suis allé dans le garage et j'ai découvert une longue rayure profonde sur la portière côté passager de ma voiture. Elle était récente. De la peinture blanche provenant d'un autre véhicule était visible dans l'entaille, mais le garage avait été fermé à clé. J'étais le seul à avoir la clé. J'ai été pris d'un sentiment de confusion désorientant. L'avais-je laissé ouvert? Étais-je parti quelque part et l'avais-je oublié? Pour la première fois depuis longtemps, j'ai douté de ma propre mémoire. Ce soir-là, Amelia m'a appelé. Sa voix était pleine d'inquiétude. Papa, Kevin et moi étions en train de discuter. Nous étions inquiets de ne pas avoir de tes nouvelles. Tout va bien? Je lui ai parlé de la voiture.
Je l'ai entendu soupirer à l'autre bout du fil, un son familier mêlant pitié et d'exaspération. « Oh, papa, a-t-elle dit doucement. Tu es sûr que tu vas bien? Tu sembles un peu distrait ces derniers temps. Tu devrais peut-être prendre rendez-vous avec le Dr. Evans pour un simple contrôle. » Les coupures se sont succédées. Mon sécateur, que je rangeais toujours sur un crochet spécifique dans la remise, a disparu pour réapparaître une semaine plus tard dans la buanderie. Le système d'arrosage automatique que je venais de faire réviser s'est soudainement défectueux, inondant la pelouse devant la maison. Kevin est venu le réparer, montrant ostensiblement que le minuteur avait été mal programmé. Il m'a regardé avec un sourire triste. « Ne t'inquiète pas, David. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. » Chaque incident était suffisamment mineur pour être nié et considéré comme une simple erreur due à l'âge. Un objet perdu, une facture oubliée. Mais en logistique, on apprend qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des schémas que l'on n'a pas encore identifiés. Ils construisaient leur dossier brique par brique. Ils créaient une histoire, non pas pour un tribunal, mais pour tous ceux qui voulaient bien l'entendre. Mes voisins, mon médecin, Amelia elle-même. L'histoire d'un vieil homme confus qui ne pouvait plus prendre soin de lui-même. Un homme qui avait besoin que sa fille et son gendre aimant interviennent et gèrent ses affaires. Un homme qui devait être déplacé de sa grande maison de valeur pour son propre bien. J'avais l'impression de vivre dans une maison où quelqu'un déplaçait discrètement les meubles chaque fois que je quittais la pièce, dans l'espoir de me convaincre que je perdais la tête. Mais ils avaient commis une erreur de calcul cruciale. Ils avaient oublié ce que je faisais dans la vie. Je n'étais pas seulement un vieil homme triste. J'étais analyste et j'étais sur le point de bouleverser leur système. Le pire, c'était le sentiment d'être un étranger dans ma propre maison. J'ai commencé à tenir un journal, un simple cahier à spirale, où je notais chaque incident, la date, l'heure, les détails. Dans mon ancien travail, c'était la première étape pour diagnostiquer un problème dans le système. Vous recueillez les données, vous recherchez la tendance. Après 3 semaines, la tendance n'était plus une suspicion, c'était une conclusion. Il ne s'agissait pas de panne aléatoire. La fréquence, la nature spécifique des accidents, tout indiquait une campagne délibérée et coordonnée. Ce n'était pas le chaos, c'était une attaque. Et vous ne pouvez pas combattre un ennemi que vous ne voyez pas. J'ai donc décidé de me doter d'yeux supplémentaires. J'ai passé une soirée à faire des recherches en ligne. La technologie était incroyable. De minuscules caméras, pas plus grandes qu'un ongle, déguisées en détecteurs de fumée ou en chargeurs USB. On les appelait des nannycams, caméras de surveillance pour nounous. L'ironie ne m'a pas échappé. Je les achetais pour surveiller mon propre enfant. J'en ai commandé un lot de 3. Elles sont arrivées dans une boîte brune discrète. Cette nuit-là, après m'être assuré que tout le monde dormait, je les ai installées. Une dans le salon, cachée sur une étagère. Une dans le couloir à l'étage, avec une vue dégagée sur la porte de mon bureau. Et une en haut des escaliers du sous-sol, cachée dans un vieux détecteur de fumée hors service au plafond. Puis j'ai attendu. Pendant quelques jours, rien ne s'est passé. La vie a continué. Je me suis occupé de mon jardin. J'ai lu mes livres. Une petite partie insidieuse de mon esprit a commencé à se demander si je m'étais trompé. Si j'étais en fait juste un vieil homme paranoïaque qui établissait des liens qui n'existaient pas. Peut-être qu'Amelia avait raison. Peut-être que je perdais la tête. Puis vint le samedi après-midi. Ils ont appelé à l'avance pour dire qu'ils voulaient passer me voir. La voix d'Amelia était pleine de cette douce fausse inquiétude qui me donnait désormais la chair de poule. Je leur ai dit que je serais dans le jardin derrière la maison. C'était l'appât, et ils l'ont mordu. Ce soir-là, le cœur battant à tout rompre, je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert le logiciel de lecture sur mon ordinateur portable. J'ai fait défiler rapidement des heures d'images de pièces vides et de lumière changeante. Puis je l'ai trouvé. L'horodatage indiquait qu'ils étaient arrivés à 14h15. Je les ai regardés entrer dans mon salon. J'ai vu Amelia m'appeler, sa voix résonnant faiblement dans l'enregistrement. N'obtenant pas de réponse, elle a fait un signe de tête à Kevin. Le spectacle était terminé. Le vrai travail commençait. J'ai regardé Kevin, le mari de ma fille, se diriger directement vers mon bureau. Il n'a pas cherché. Il savait exactement où je gardais mes états financiers. Il a sorti le dossier, a étalé les documents sur mon bureau et a commencé à photographier chaque page avec son téléphone de manière méthodique et efficace. Il me pillait pour récupérer des données.
Mais ce n'était pas le pire. Une fois qu'il eut terminé, il sortit du bureau et se dirigea vers le haut de l'escalier menant au sous-sol. La vue depuis cette caméra était claire comme de l'eau de roche. Je le regardais sortir un petit outil multifonction de sa poche. Je le vis s'agenouiller et desserrer soigneusement et délibérément les deux boulons principaux qui fixaient le haut de la rampe en bois au mur. Pas assez pour qu'elle tombe immédiatement, mais juste assez pour que la prochaine fois que quelqu'un y mette tout son poids, mon poids, elle cède. Il était en train de provoquer un accident. Un accident qui aurait pu m'envoyer à l'hôpital, voire pire. Un accident qui aurait prouvé une fois pour toutes que je n'étais plus capable de vivre seul. Puis vint le coup de grâce. Je suis passé à la caméra du couloir et j'ai vu ma fille Amelia. Elle ne regardait pas son téléphone. Elle n'était pas distraite. Elle se tenait au bout du couloir, dos au salon, et observait. Elle faisait le guet. Son corps était tendu, sa tête tournait d'un côté et de l'autre, surveillant le couloir pendant que son mari tendait un piège à son père. J'ai ressenti une douleur physique dans ma poitrine, une pression si intense que j'ai cru que mon cœur allait simplement s'arrêter. C'était l'effondrement silencieux et catastrophique du dernier pilier d'espoir auquel je m'accrochais. Je me suis penché en avant et j'ai fermé l'ordinateur portable. La douleur était toujours là, une douleur brûlante et intense. Mais quelque chose d'autre montait en moi. Quelque chose de froid, de dur et de clair. Le père blessé avait disparu. L'analyste était de retour. Le système, elle était compromis. La menace avait été identifiée, identifié ses méthodes et ses agents confirmés. Ma fille n'était pas une victime dans cette affaire. Elle était complice. Et je savais avec une certitude qui me glaquait le sang que j'étais désormais seul dans ce combat. Le temps de la défense était révolu. Il était temps de passer à l'offensive. J'ai enregistré les fichiers vidéo sur 3 disques durs cryptés distincts. Je les ai nommés preuve A, preuve B et preuve C. Mes mains ne tremblaient pas. Le père en moi était en deuil, mais l'analyste avait pris le contrôle. Un système avait été compromis. Une menace avait été identifiée. La prochaine étape n'était pas la confrontation. C'était la collecte de renseignements. On n'engage jamais le combat avec un adversaire avant d'avoir compris toute l'étendue de ses opérations. Je ne les ai donc pas appelés. Je ne leur ai pas envoyé de SMS. Je les ai laissés croire que leur petite guerre d'usure fonctionnait, que le vieil homme succombait lentement au brouillard qu'il créait. Je les ai laissés penser que j'étais un problème à gérer. En réalité, j'étais devenu chef de projet. Et Kevin Marshall était désormais mon seul projet. Je me suis assis à mon bureau, dans le bureau qu'il avait si désinvoltement violé. En logistique, on apprend que chaque expédition, chaque produit, chaque boîte est accompagné d'une trace écrite. De l'usine aux mains du client, il existe un registre de son parcours. On apprend à lire ces registres, à voir l'histoire qu'il raconte. Un retard dans un port peut signaler une tempête à des milliers de kilomètres. Un homme, ai-je raisonné, n'est pas différent. Surtout un homme comme Kevin. Un homme aussi rusé, aussi sûr de lui. Laisse des traces. J'ai commencé par le nom dont il était si fier, celui qu'il avait mentionné lors du mariage avec une importance théâtrale. Marshall Properties. Je l'ai tapé dans la barre de recherche. Les premières pages étaient les habituelles fioritures marketing, un site web générique rempli de photos d'archives de familles souriantes et de promesses de construire votre rêve. C'était une vitrine numérique fragile, conçue pour paraître légitime. Je l'ai ignoré et je suis allé directement aux bases de données des archives publiques, les bureaux numériques du greffier du comté où se trouvent les vraies histoires. J'ai payé les 15 $ pour une recherche complète sur l'entreprise. Et voilà. Marshall Properties LLC était enregistré dans l'État d'Arizona depuis 4 ans. J'ai noté l'adresse, une boîte postale à Scottsdale. Premier signal d'alarme, les promoteurs légitimes ont des bureaux, pas des boîtes postales. J'ai continué à creuser. La prochaine trouvaille était une déclaration de faillite, non pas pour l'entreprise, mais pour Kevin Marshall personnellement. Déposé il y a 3 ans à Phoenix, j'ai payé 10 $ supplémentaires pour télécharger le document judiciaire complet. C'était une feuille de route de ses échecs. Des dettes de cartes de crédit à 6 chiffres, des prêts automobiles impayés, une liste de créanciers allant des grands magasins de luxe aux prêteurs sur salaire. Il était désespéré financièrement. Ce n'était pas seulement un motif. C'était un moteur. Un moteur qui tournait sans cesse, toujours en manque de carburant. Puis j'ai trouvé les poursuites civiles.
Il y en avait 4, toutes intentées contre Marshall Properties LLC. L'une provenait d'un fournisseur de bois pour 30 000 de factures impayées. Une autre provenait d'un entrepreneur en toiture, absurde. Une troisième d'un propriétaire pour un bail commercial rompu. Toutes racontaient la même histoire, celle de promesses faites et de factures impayées. Et toutes se sont terminées de la même manière. Elles ont été rejetées. J'ai lu les conclusions du juge. Dans chaque cas, le procès avait été rejeté parce que Marshall Properties LLC n'avait aucun actif. C'était une coquille vide, un bouclier juridique conçu dans un seul but: absorber la responsabilité. Il accumulait des dettes au nom de la société, et lorsque les factures arrivaient à échéance, il laissait simplement la société se dissoudre, protégée par le voile corporatif. Il n'avait pas seulement échoué dans ses affaires. Il avait transformé l'échec en arme. C'était sa stratégie principale. Il était un fantôme, laissant derrière lui une traînée de ruines financières tout en restant intouchable. L'imprimante de mon bureau silencieux se mit à ronronner, crachant page après page de son histoire. Je n'étais plus seulement un beau-père. J'étais un archiviste compilant l'histoire d'un prédateur. Et le premier chapitre était désormais terminé. Les documents que j'avais imprimés formaient une pile bien ordonnée et accablante sur mon bureau. Des dépôts de bilan, des poursuites judiciaires rejetées, une constellation de sociétés écrans. C'était l'image claire d'un prédateur financier, mais elle était impersonnelle. C'était le squelette de son opération, mais il manquait le cœur, le coût humain. Les poursuites judiciaires contre des fournisseurs pouvaient être considérées comme le coût des affaires, un signe d'ambition plutôt que de malveillance. Pour vraiment comprendre l'homme auquel j'avais affaire, je devais trouver ses véritables victimes. Celles qui n'avaient pas d'avocat ni d'entreprise, celles qu'il avait personnellement ciblées. Ma recherche s'évolait du monde stérile des bases de données juridiques au paysage sauvage et chaotique de l'Internet lui-même. J'ai commencé à rechercher son nom, Kevin Marshall, associé à des termes tels que escroquerie, fraude et immobilier Arizona. Pendant des heures, j'ai attendu au milieu du bruit numérique. Mais tard dans la nuit, enfoui dans la 5e page des résultats de recherche, je l'ai trouvé, un lien vers un petit site web à l'aspect désuet. Il s'agissait d'un simple forum en ligne, un groupe de soutien intitulé Stop Real Estate Fraud. Arrêtez la fraude immobilière. J'ai cliqué sur le lien. La page était une relique d'un Internet plus ancien, avec des hyperliens bleus et du texte basique. Mais dans la barre de recherche du forum, j'ai tapé son nom et mon cœur s'est arrêté. Il n'y avait pas un seul message. Il y avait un fil de discussion avec 17 réponses intitulées simplement Kevin Marshall, région de Phoenix. J'ai lu chaque mot. Les histoires étaient toutes légèrement différentes, mais le schéma était terrifiant et identique. Un homme qui avait perdu son acompte pour un appartement qui n'avait jamais été construit. Un jeune couple qui avait payé des améliorations coûteuses pour une nouvelle maison, pour finalement découvrir que les travaux n'avaient jamais été effectués et que l'argent avait disparu. Et puis j'ai vu le thème récurrent, celui qui m'a donné la chair de poule. Il ciblait les personnes âgées. Il trouvait des seniors vivants avec un revenu fixe, se liait d'amitié avec eux et les convainquait d'investir leur épargne retraite dans l'un de ses projets immobiliers incontournables. Il leur montrait le même genre de plan sur papier glacé qu'il m'avait montré. Et une fois l'argent transféré, lui et Marshall Properties disparaissaient tout simplement. Un message plus long et plus détaillé que les autres ressortait. Il était rédigé par une utilisatrice nommée Sarah Biaza. Elle racontait son histoire avec la précision déchirante de quelqu'un qui avait revécu les événements 1000 fois. Elle était enseignante à la retraite. Kevin l'avait charmée, convaincu qu'un investissement de 150 000 $ dans un espace commercial lui assurerait un avenir financier. C'était toutes ses économies. Après avoir transféré l'argent, les appels hebdomadaires ont cessé. Son téléphone était déconnecté. L'adresse de Marshall Properties était la même boîte postale vide que j'avais trouvée. Elle avait tout perdu. À la fin de son message, elle avait écrit quelque chose qui m'avait fait me redresser. J'ai tous les emails. J'ai le contrat d'investissement signé. J'ai tout apporté à la police, au procureur. Ils m'ont dit que comme il opérait par le biais d'une SARL, il s'agissait d'une affaire civile et non d'une fraude pénale. Ils m'ont dit que je pouvais intenter un procès, mais ils savaient. Et je savais qu'il n'y avait plus rien à poursuivre.
J'ai trouvé le bouton pour envoyer un message privé. Mes doigts ont volé sur le clavier. Je me suis présenté. Je lui ai dit que je pensais être la cible actuelle de Kevin Marshall dans le Colorado. Je lui ai demandé si elle accepterait de me parler. J'ai appuyé sur Envoyer et j'ai fixé l'écran, mon propre reflet me regardant en retour, fatigué et vieux, mais avec une nouvelle lueur dangereuse dans les yeux. La réponse est arrivée moins d'une heure plus tard. Elle s'appelait Sarah Bishop. Elle m'a donné son numéro de téléphone. Le lendemain matin, je l'ai appelée. Je l'ai écoutée pendant 1 heure raconter son histoire, sa voix mêlant honte et colère intense. Elle m'a raconté chaque détail. Ah, ah. Ces mots brossant le portrait de l'homme qui s'était assis à ma table. Quand elle a eu fini, je lui ai dit ce dont j'avais besoin. Sarah, lui ai-je dit, la police n'a pas pu vous aider parce que vous étiez un cas isolé, mais s'il s'agit d'un comportement récurrent dans plusieurs États, c'est une autre histoire. C'est un crime fédéral. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Puis je l'ai entendu prendre une profonde inspiration pour se calmer. Je vous enverrai tout par email, a-t-elle dit, sa voix ne ressemblant plus à celle d'une victime, mais à celle d'un soldat. Vous allez avoir ce fils de pute. 2 heures plus tard, ma boîte de réception a sonné. Un seul email de Sarah Bishop. En pièce jointe, un fichier zip contenant des contrats scannés, des transcriptions de messages vocaux et une longue chaîne d'emails remplie de fausses promesses et de mensonges éhontés de Kevin. C'était un dossier complet de ses manœuvres prédatrices. Ce n'était pas un procès. Ce n'était pas une plainte civile. C'était de l'arme. C'était la balle en argent, et je l'avais enfin entre les mains. Grâce aux preuves de Sarah Bishop, le squelette dans mon dossier avait désormais une âme. Il avait une voix humaine. Le temps de la collecte passive de renseignements était révolu. Il était temps de tendre le piège. Et le piège le plus efficace est celui que la proie vous aide à construire. Je savais ce qu'il voulait me voir, le rôle qu'il m'avait déjà attribué. J'ai donc commencé à jouer le rôle du vieil homme confus et vaincu. Ma performance a commencé par un coup de fil à Amelia. J'ai délibérément pris un ton agité, lui demandant si elle se souvenait du jour de ramassage des ordures, un horaire que je connaissais par cœur depuis 40 ans. J'ai laissé ma voix s'éteindre. J'ai fait semblant d'oublier ce que je disais au milieu d'une phrase. Je pouvais presque entendre le sourire triomphant à l'autre bout du fil. « Ce n'est pas grave, papa », m'a-t-elle répondu d'une voix douce, empreinte d'une pitié condescendante. « Ne t'inquiète pas. » Quelques jours plus tard, elles sont venues me rendre visite. Je me suis assuré que la maison était un peu plus en désordre que d'habitude. Un journal laissé par terre, de la vaisselle dans l'évier. J'ai ouvert la porte, l'air fatigué. Pendant notre conversation, j'ai égaré mes lunettes de lecture alors qu'elles étaient sur ma tête. J'ai vu le regard complice qu'ils ont échangé. C'était un regard de pure victoire. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que leur campagne de pression fonctionnait, que mon esprit finissait par craquer sous la pression. Ils ne comprenaient pas qu'un analyste système sait simuler un échec pour tester la réaction. Et leur réaction était exactement celle que j'avais prévue. De la pure cupidité. Pendant que je jouais le rôle d'un homme en train de perdre pied, le vrai moi travaillait avec une concentration que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai passé 2 jours à compiler mes recherches dans un dossier complet. J'y ai inclus mon propre journal de leur campagne de manipulation, les preuves vidéo des caméras cachées, les documents de faillite de Kevin, les registres de sa société écran et, en première page, une déclaration sous serment détaillée de Sarah Bishop, accompagnée de copies de ses emails et des contrats frauduleux. J'ai fait 3 copies identiques. L'une était pour moi. L'autre a été emballée et envoyée par courrier au détective Miller du département de police de Denver. La troisième et la plus importante a été envoyée au bureau du procureur général de l'État, plus précisément à la section de protection des consommateurs qui traitait les affaires de fraude envers les personnes âgées. Dans ma lettre d'accompagnement, je n'ai pas écrit en tant que victime. J'ai écrit en tant qu'analyste. J'ai exposé clairement un schéma de comportement incontestable. J'ai souligné comment Kevin utilisait les sociétés à responsabilité limitée pour se protéger dans les affaires civiles et comment ces nouvelles preuves d'activité interétatique ciblant les personnes âgées avec des méthodes identiques élevaient l'affaire du simple litige commercial à une entreprise criminelle de racket. Je ne leur demandais pas d'aider un vieil homme sans défense. Je leur présentais une affaire toute prête, ficelée avec un nœud. L'étape suivante a été la plus difficile. J'avais l'impression de trahir Carol
et tous les souvenirs que nous avions construits ensemble. Mais je savais que c'était la seule solution. Je devais me séparer de la maison pour sauver ce qu'elle représentait vraiment. Je n'ai pas appelé d'agent immobilier. Je ne voulais pas qu'une pancarte à vendre sur la pelouse trahisse mon intention. J'ai plutôt contacté une société d'investissement immobilier privé, spécialisée dans les transactions discrètes entièrement en espèces. Je leur ai expliqué que la situation était une affaire familiale délicate et que j'avais besoin d'une discrétion absolue et d'une conclusion rapide. Ils ont vu la valeur de la propriété et ont accepté. Nous nous sommes rencontrés dans leur bureau du centre-ville. J'ai signé les papiers. Ma main était ferme. J'ai vendu ma maison, le dépôt de toute ma vie d'adulte. La conclusion a été officiellement enregistrée lundi après-midi. L'argent a été viré sur un nouveau compte bancaire dans une nouvelle banque, un compte dont Amelia et Kevin ne savaient rien. Ma maison, mon magnifique ranch en briques, appartenait désormais à une société, et personne ne le savait à part moi et eux. Le piège était tendu, le filet de sécurité en place, il ne restait plus qu'à le déclencher. J'ai attendu le rappel. Il est arrivé vendredi soir. C'était Kevin. Sa voix était douce, confiante et pleine d'une fausse inquiétude. David, a-t-il dit, Amelia et moi avons discuté. Nous sommes très inquiets. Nous pensons qu'il est temps de prendre une décision pour votre bien. C'était le moment. Le dernier acte. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai pris la voix d'un homme brisé. J'ai laissé un tremblement s'immiscer dans mes mots. Je pense que vous avez raison, ai-je balbutié. C'est trop. C'est tout simplement trop. La maison, les factures, je n'arrive pas à suivre. Je pouvais l'entendre retenir son excitation. Nous comprenons tout à fait, a-t-il dit. La sympathie dans sa voix était si fausse qu'elle en était presque comique. J'ai en fait discuté avec un collègue. Il a un client dont la famille adorerait cette maison. Ils sont prêts à payer comptant et à conclure rapidement. Ce serait un énorme soulagement pour vous. Oui, ai-je murmuré. Un soulagement? Super, a-t-il dit, prêt à porter le coup de grâce. Je demanderai à mon notaire d'apporter les papiers mardi matin vers 10 heures. Nous signerons tout et nous pourrons commencer à vous déménager à Golden Meadows la semaine prochaine. D'accord, Kevin, ai-je dit d'une voix à peine audible. D'accord, faites ce que vous pensez être le mieux. J'ai raccroché le téléphone. Je suis resté assis dans le silence de mon salon, dans une maison qui n'était plus la mienne. Je ne ressentais ni joie, ni sentiment de triomphe, juste la satisfaction froide et silencieuse d'une machine complexe, parfaitement calibrée, dont les rouages commençaient à tourner. Le compte à rebours avait commencé. Il m'avait donné l'heure et la date de sa propre destruction, et tout ce que j'avais à faire maintenant était d'attendre. Les preuves étant réunies et les premiers rapports officiels déposés, mon rôle devait changer. L'analyste et l'archiviste avaient fait leur travail. Il était maintenant temps pour l'acteur d'entrer en scène. Pour attraper un prédateur, vous devez vous présenter comme la proie parfaite, blessée et sans défense. C'était un rôle que je détestais, mais je savais que je devais le jouer à la perfection. Ma performance a commencé par une série d'appels téléphoniques soigneusement planifiés. J'appelais Amelia et lui posais 2 fois la même question en l'espace de 10 minutes. Je faisais semblant d'être confus quant au jour où nous étions. Le plus efficace était lorsque je l'appelais en feignant de la panique, prétendant que je ne trouvais pas mon portefeuille. 10 minutes plus tard, je la rappelais, soulagé et penaud, pour lui expliquer qu'il était dans la poche de ma veste depuis le début. À l'autre bout du fil, je pouvais entendre la douceur mielleuse dans sa voix. « Oh, papa, ce n'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Tu manges suffisamment? » Chaque mot était une caresse sur la tête d'un enfant, pas une conversation avec un père. Ils m'ont invité à dîner dans leur appartement la semaine suivante. C'était ma scène principale. Je me suis assuré d'arriver avec un air un peu fatigué, un peu moins soigné que d'habitude. Je les ai laissés me guider vers le canapé comme si j'étais une antiquité fragile. Pendant le dîner, je me suis plaint. C'était la première fois que je me plaignais vraiment à eux, et ils ont tout absorbé comme un sol sec sous une averse, cette maison. J'ai soupiré en poussant ma nourriture dans mon assiette. C'est tout simplement trop. Le jardinage est sans fin. Les escaliers semblent devenir plus raides chaque année. Je les ai regardés, affichant un air de résignation lasse. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir continuer à m'en occuper toute seule. J'ai vu un regard passer entre eux, un éclair silencieux de pur triomphe.
C'était le regard de deux joueurs qui venaient de tirer la carte gagnante. Kevin s'est penché en avant, le visage parfaitement impassible. Nous savons, David, a-t-il dit d'une voix douce et gentille. Nous nous sommes inquiétés à ce sujet. Tu ne devrais pas avoir à porter ce fardeau tout seul. Amelia a tendu le bras par-dessus la table et a posé sa main sur la mienne. Son toucher était froid. C'est tout ce que nous voulons, papa, a-t-elle dit, les yeux grands ouverts et sincères. Nous voulons juste que tu sois en sécurité et à l'aise. Nous voulons prendre soin de toi. Je regardais sa main sur la mienne, la main de la fille à qui j'avais appris à faire du vélo, la main de la femme qui avait monté la garde pendant que son mari essayait d'organiser ma mort. Le dégoût était physique, un goût amer au fond de ma gorge. Mais mon visage ne montrait qu'une gratitude fatiguée. Le couronnement de ma performance fut lorsque j'oubliais mon portefeuille au moment de partir. Nous nous étions arrêtés pour manger une glace sur le chemin du retour, et au moment de payer, je fis mine de fouiller mes poches dans une panique grandissante. Kevin intervint immédiatement, brandissant sa carte de crédit à la caissière avec un sourire magnanime. « Je m'en occupe, David. Ne t'inquiète pas. » Dans la voiture, sur le chemin du retour, lui et Amelia ont échangé un autre de leurs regards dans le rétroviseur. Ils en étaient désormais certains. Le vieil homme était brisé. Le fruit était mûr pour être cueilli. Alors que Kevin m'accompagnait jusqu'à ma porte d'entrée, il a posé une main sur mon épaule. « David, a-t-il dit d'une voix ferme mais douce, la voix d'un homme qui prend les choses en main. Nous devons aller de l'avant avec un plan pour ta propre sécurité. Nous ne pouvons pas risquer que tu aies un véritable accident là-bas. Il est temps d'agir rapidement. » Je l'ai regardé, les yeux baissés, et j'ai acquiescé faiblement et lentement. « Je sais, » ai-je dit d'une voix à peine audible. « Je sais que tu as raison, » a-t-il répondu en me serrant l'épaule, un geste qui traduisait son contrôle absolu. Je les ai regardés s'éloigner, leurs phares fendant l'obscurité. Ils pensaient avoir le contrôle. Ils pensaient être les bergers guidant les brebis égarées. Ils ne se doutaient pas qu'ils étaient ceux qui étaient conduits pas à pas vers l'enclos que j'avais construit pour eux. Pendant que je m'affairais à jouer le rôle d'un homme en déclin, le vrai moi exécutait l'opération logistique la plus importante de ma vie. Ma maison calme et vide est devenue mon centre de commandement. Mon bureau était ma salle de guerre. Le chagrin pour la fille que j'avais perdue a été mis de côté, remplacé par la concentration froide et claire d'un homme avec une mission unique. La première phase de l'opération consistait à livrer l'arme que j'avais passé des semaines à construire. J'ai disposé les 3 copies de mon dossier sur la table de la salle à manger. Chacune était une pile épaisse et lourde de papier, un témoignage des crimes de Kevin. Je les avais classées en sections à onglets. Les fraudes en Arizona, accompagnées de la déclaration sous serment de Sarah Bishop et des chaînes d'email. La campagne de manipulation psychologique au Colorado, avec des images tirées des caméras de sécurité et une chronologie des événements. Les documents financiers détaillant sa faillite et la structure de sa société écran. Il s'agissait d'un dossier professionnel et irréfutable sur les agissements d'un prédateur. Dans ma lettre d'accompagnement adressée au bureau du procureur général, j'ai fait attention à mon langage. Je n'ai pas écrit en tant que vieil homme effrayé. J'ai écrit en tant que citoyen concerné et ancien analyste système. J'ai écrit « Il ne s'agit pas d'un simple cas de conflit familial. Les documents joints démontrent un comportement prédateur clair et répétitif visant des personnes âgées à travers les États. Le suspect, Kevin Marshall, utilise des boucliers corporatifs pour échapper à sa responsabilité civile tout en escroquant systématiquement ses victimes. Il est actuellement actif dans le Colorado et je suis sa prochaine cible. Il ne s'agit pas seulement d'une attaque contre moi. Il s'agit d'une attaque contre l'intégrité de notre communauté. J'ai clairement indiqué qu'en m'aidant, ils s'aidaient eux-mêmes. J'ai envoyé les colis par courrier recommandé avec accusé de réception. Les preuves écrites étaient désormais entre leurs mains. La deuxième phase a été la plus difficile. Elle m'a obligé à sacrifier la reine pour gagner la partie. Je devais vendre ma maison. Cette idée me causait une douleur physique, une trahison de tous les souvenirs que j'avais partagés avec Carol entre ses murs. Mais je savais que c'était le seul moyen de protéger véritablement son héritage. Une maison n'est qu'un bâtiment, me suis-je dit. Un héritage est quelque chose qui ne peut être détruit. Je n'ai pas appelé d'agent immobilier. Une pancarte sur la pelouse aurait été un signal d'alarme. Au lieu de cela,
Mes recherches m'ont conduit à une société d'investissement immobilier privé appelée Peak Legacy Investments. Leur devise était des transactions discrètes pour une valeur durable. C'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai rencontré leur représentante, une femme professionnelle et perspicace nommée Mademoiselle Albright, dans leur bureau aseptisé du centre-ville. J'ai exposé mes conditions de manière simple. Je voulais une offre entièrement en espèces. Je voulais conclure la vente en 10 jours et j'exigeais une confidentialité absolue et juridiquement contraignante jusqu'à ce que l'acte soit officiellement enregistré auprès de la ville. Elle m'a regardé, le visage impassible. Elle voyait probablement une douzaine de vieillards par mois, tous dans des situations désespérées. Mais lorsque j'ai énoncé calmement et clairement mes conditions, j'ai vu son opinion sur moi changer. Elle ne voyait plus une victime, mais un client qui savait exactement ce qu'il voulait. Ils m'ont fait une offre équitable. Elle était inférieure à ce que j'aurais pu obtenir sur le marché libre, mais la rapidité et la confidentialité avaient une plus de valeur à mes yeux que l'argent. Nous avons signé les papiers le vendredi suivant. Ma main était ferme lorsque j'ai apposé ma signature, la même que celle qui figurait sur l'acte original datant de 42 ans. J'avais l'impression de tourner la page, le dernier chapitre d'une longue et heureuse histoire. La date de clôture était fixée au lundi, un jour avant que Kevin ne vienne chez moi avec son faux notaire. La maison dans laquelle j'étais assis, celle que j'avais construite, avait déjà disparu. Elle n'était plus qu'un fantôme, une scène parfaitement préparée pour le dernier acte. Toutes les pièces étaient désormais en place. Tout le mécanisme juridique et financier était en marche, et les acteurs, ma fille et son mari, n'avaient aucune idée que la pièce avait déjà été écrite et qu'ils étaient les méchants sur le point d'entrer en scène. Le piège était tendu. Tous les documents juridiques avaient été déposés. Chaque dollar était en sécurité. Ma maison, le décor du dernier acte, ne m'appartenait plus légalement. Il ne me restait plus qu'à envoyer l'invitation. J'ai attendu. L'appel est arrivé un vendredi soir, juste au moment où le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur le sol de mon salon. J'ai regardé l'identifiant de l'appelant. C'était Amelia. J'ai laissé sonner 3 fois, puis j'ai répondu d'une voix délibérément fatiguée et légèrement confuse. « Bonjour, papa, c'est nous. » La voix d'Amelia était trop enjouée. J'entendais Kevin lui chuchoter à l'oreille en arrière-plan. « Nous appelions juste pour prendre de tes nouvelles. »« Comment te sens-tu? » C'était le moment, la dernière représentation. Je rassemblais toute la lassitude dont j'étais capable, réelle ou imaginaire. Je poussais un long soupir lent qui, je le savais, sonnerait comme une pure défaite au bout du fil. « Je suis fatigué, Amelia, » dis-je d'une voix rauque. « Je suis tellement fatigué. »« Nous le savons, papa, » dit-elle, sa voix s'adoucissant pour prendre le ton habituel d'une aide-soignante. « C'est pour cela que nous appelons. Nous pensons qu'il est temps de prendre une décision, de t'apporter l'aide dont tu as besoin. » Je restais silencieux pendant un long moment, laissant le silence s'étirer, leur laissant croire que j'avais du mal à trouver les mots. Puis je leur donnais ce qu'ils cherchaient depuis des mois. Je leur ai donné ma capitulation. Vous aviez raison. J'ai murmuré ces mots qui avaient le goût de cendre dans ma bouche. Tout cela. Toi et Kevin, vous aviez raison. Cette maison, c'est trop. Je n'y arrive plus. Faites ce que vous pensez être le mieux. Un moment de silence stupéfait à l'autre bout du fil. Puis j'ai entendu la voix de Kevin, incapable de se retenir plus longtemps, qui s'est précipité au téléphone. Il était pratiquement surexcité, même s'il essayait de le dissimuler sous une fausse sympathie. « David, tu fais le bon choix. Je te promets que c'est pour le mieux. Et la bonne nouvelle, c'est que je m'en suis déjà occupé. J'ai un acheteur, une famille formidable qui adore le quartier. Ils sont prêts à déménager rapidement. » « Un acheteur ?» ai-je demandé, jouant mon rôle. « Si tôt? » « Oui. » Il a prononcé ces mots rapidement et avec enthousiasme. Ils sont très motivés. C'est une offre en espèces, donc le processus sera simple et sans complications. Un énorme soulagement pour toi. Je demanderai à mon notaire d'apporter les derniers documents mardi matin vers 10 heures. Nous pourrons tout signer et finaliser sur place. Qu'en penses-tu? Je regardais autour de moi le salon silencieux, rempli des fantômes d'une vie de souvenirs. Une maison déjà vendue. Un notaire qui venait pour une signature qui n'aurait jamais lieu. « D'accord, Kevin, » dis-je, ma voix n'étant plus que l'écho creux de l'homme que j'étais autrefois. « D'accord, mardi, ça me va. »« Excellent, dit-il, le triomphe dans sa voix désormais totalement dénué de tout artifice.
Reposez-vous, David. Nous nous occupons de tout à partir de maintenant. Nous nous sommes dit au revoir et j'ai raccroché le téléphone. Je me suis assis dans mon fauteuil alors que la nuit tombait dehors et que le silence s'installait autour de moi. Le spectacle était terminé. L'invitation avait été envoyée et acceptée. Il m'avait donné la date et l'heure exacte de sa propre destruction. Le plateau était prêt. Les pièces étaient en mouvement. Le compte à rebours avait commencé. Il ne me restait plus qu'à attendre mardi. Nous sommes de retour dans mon salon, là où nous avons commencé. L'atmosphère est lourde et oppressante. Kevin est figé, le visage livide, le nom de son projet en Arizona flottant dans l'air entre nous comme un verdict déjà rendu. Ma fille Amelia est immobile dans l'embrasure de la porte, un sac de beignets encore à la main. Son sourire joyeux de quelques instants auparavant a laissé place à un masque grotesque de confusion et d'horreur. Kevin ouvre la bouche. Un son rauque et sec s'échappe de la bouche désespérée d'un homme qui tente de formuler un mensonge suffisamment gros pour le sauver. Il parvient à prononcer un seul mot. Toi. Il est interrompu par le son de la sonnette. Ce n'est pas une longue pression impatiente comme la sienne. C'est un carillon ferme et décisif. C'est le son d'un rendez-vous qui est respecté. Je ne quitte pas Kevin des yeux tandis que je me dirige vers la porte. Je veux qu'il regarde. Je veux qu'il voie les dernières pièces du système qu'il a brisé se remettre en place. J'ouvre la porte. 2 policiers en uniforme se tiennent sur mon porche. À côté d'eux se trouve un homme en costume de détective que je reconnais grâce à sa photo. Et à côté de lui se trouve une femme professionnelle élégante en tailleur sur mesure, tenant un porte-document en cuir. David Harris, demande le détective, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Oui, réponds-je calmement. Merci d'être venu, détective Miller. Entrez, je vous en prie. Je m'écarte et il pénètre dans la maison. Le salon qui semblait spacieux et tendu il y a un instant est désormais bondé et exigu. Kevin regarde les policiers et une nouvelle peur, plus primitive, envahit son regard. Amelia laisse échapper le sac de beignets de ses doigts. Il tombe sur le sol avec un bruit sourd. La femme en tailleur, Madame Albright, s'avance. Elle ne me regarde pas. Elle se concentre entièrement sur Kevin. Sa voix est calme, professionnelle et porte le poids froid et dur des faits juridiques. Monsieur Marshall, dit-elle, je m'appelle Eleanor Albright. Je suis la représentante légale de Peak Legacy Investments. Je suis ici pour vous informer que mon cabinet a finalisé hier après-midi l'achat de cette propriété située au 124 Willow Creek Lane. L'acte a été officiellement enregistré auprès du comté ce matin à 9 heures. Vous et vos associés êtes en infraction sur une propriété privée appartenant à une société. Kevin la regarde fixement, son esprit clairement incapable d'assimiler cette nouvelle réalité impossible. Quoi? De quoi parlez-vous? Nous sommes en train d'acheter cette maison. Mademoiselle Albright s'autorise un petit sourire froid. Cela semble vous troubler, dit-elle. Mais je vous assure que mes papiers sont en règle. Je dois vous demander de quitter les lieux immédiatement. Avant même que Kevin n'ait le temps de répondre, le détective Miller s'avance et sort un document plié de la poche de sa veste. Cela devra attendre, dit-il d'une voix grave et autoritaire. Il déplie le papier. Kevin Marshall, vous êtes en état d'arrestation pour plusieurs chefs d'accusation de fraude. Vol par tromperie et racket. Nous avons un mandat d'arrêt actif de l'État d'Arizona et le bureau du procureur général du Colorado vient d'ouvrir une enquête officielle sur vos activités ici grâce à un dossier très complet que nous avons reçu. Il fait un signe de tête vers le dossier que je tiens dans ma main. Il semble que vos pratiques commerciales aient fini par vous rattraper. L'un des agents en uniforme s'avance et prend Kevin par le bras. Il cesse complètement de se débattre. Le charmant escroc, le maître manipulateur, disparaît. À sa place, il n'y a plus qu'un homme effrayé et vaincu. Il s'affaisse lorsque les menottes se referment autour de ses poignets. Amelia laisse échapper un sanglot étouffé. « Papa, qu'est-ce que tu as fait? » Alors que le chaos éclate, le faux notaire, M. Peters, qui est resté figé près de la porte pendant tout ce temps, tente de s'enfuir. Il essaie de se faufiler par la porte encore ouverte, mais le deuxième agent est plus rapide et l'attrape fermement par le bras. « Je ne pense pas, » dit l'agent. « Vous allez devoir répondre à quelques questions. » Je les regarde emmener Kevin menotté hors de la maison dont je ne suis plus propriétaire. Il ne me regarde pas. Il ne peut pas. Ma fille se tient au milieu des décombres de la vie qu'il lui avait promise. Le visage baigné de larmes, elle me regarde comme si j'étais un étranger. Et peut-être que je l'étais. Ils n'avaient jamais vu que le père calme et gentil.
Ils n'avaient jamais imaginé l'homme qui les attendait patiemment en dessous. Le seul bruit qui rompait le silence était celui d'une sirène lointaine. La police était partie, Kevin était parti. Mademoiselle Albright m'avait adressé un signe de tête professionnel avant de partir, et la maison était enfin terriblement calme. Je me retrouvais seul avec ma fille. Elle se tenait au milieu du salon, un beignet tombé à ses pieds, le corps secoué de sanglots. La femme belle et sûre d'elle du mariage avait disparu, remplacée par une inconnue brisée. Finalement, elle m'a regardé, le visage baigné de larmes et d'incompréhension. Pourquoi? Elle a étouffé le mot comme une plaie à vif. Pourquoi, papa? Pourquoi nous as-tu fait ça? Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai laissé tomber le masque de l'analyste calme. Je lui ai laissé voir la douleur qui vivait derrière mes yeux depuis des mois. Ma voix, lorsque je pris la parole, n'était pas empreinte de colère. Elle était lourde d'une tristesse si profonde que j'avais l'impression qu'elle allait m'entraîner vers le sol. Je n'ai rien fait, Emilia, dis-je doucement. Je n'avais pas besoin de faire quoi que ce soit. J'ai simplement donné la corde à Kevin et sa propre cupidité a fait le nœud coulant. C'était un prédateur et il allait te détruire, toi et moi. Je fis un pas vers elle, mon regard rivé au sien. Mais toi, tu es resté là à le regarder faire. Je t'ai vu, Amelia, sur la caméra, montant la garde dans le couloir pendant qu'il desserrait la rampe de l'escalier menant au sous-sol. Mon escalier. Elle pâlit. Le dernier vestige de son déni s'effondra, ne laissant que la vérité nue et laide. Elle avait été prise, non pas par la police, mais par l'œil vigilant de son père. Elle baissa les yeux, incapable de soutenir mon regard. L'argent, murmura-t-elle par réflexe. La maison n'est plus là, dis-je, ma voix redevenant neutre. La voix d'un homme expliquant les termes d'un contrat. Je l'ai vendu la semaine dernière. Une partie de l'argent a servi à louer un nouvel appartement pour moi, plus petit, plus facile à gérer. Je fis une pause, laissant le poids des mots suivants s'imposer. Le reste, la majeure partie du produit de la vente de cette maison, je l'ai utilisé pour créer une fiducie. Elle a relevé la tête, une lueur d'espoir désespérée dans les yeux. Une fiducie pour moi? Oui, ai-je répondu. Elle s'appelle la Carol Harris Trust, du nom de ta mère. J'ai vu le nom la frapper comme un coup physique. C'est une fiducie irrévocable, Amelia. Cela signifie qu'elle ne peut être modifiée. Elle ne peut être dissoute. Elle est gérée par une société financière tierce. Pas par moi, pas par toi. J'ai énoncé les conditions. Ma voix était aussi ferme et définitive que le verdict d'un juge. Tu es la seule bénéficiaire. La fiducie te versera une allocation mensuelle. Elle est suffisante pour louer un petit appartement et faire tes courses. Elle est suffisante pour vivre, mais pas pour mener la vie que Kevin t'avait promise. Et les versements sont conditionnels. Vous devez avoir un emploi stable. Vous ne devez avoir aucun problème avec la justice. Si vous ne remplissez pas ces conditions, les versements cesseront. Je laisse cette information faire son chemin avant de révéler le dernier détail crucial. La fiducie est structurée de manière à protéger ce que votre mère et moi avons construit. Elle est conçue pour le protéger des prédateurs comme Kevin et des choix qui vous ont conduite vers lui. Il ne pourra en aucun cas toucher un seul centime. L'héritage de votre mère est en sécurité. Elle m'a simplement regardé, réalisant enfin toute la portée de ce que j'avais fait. Elle n'avait pas seulement perdu son mari et la promesse d'un duplex de 2 millions de dollars. Elle avait perdu sa liberté. Elle avait été placée dans un système, un ensemble de règles et de conséquences conçus par l'homme même qu'elle avait tenté de tromper. Je ne l'avais pas reniée. Je ne l'avais pas détruite. Je lui avais donné quelque chose de bien plus terrifiant. Je lui avais donné une bouée de sauvetage liée à la seule chose qu'elle et son mari avaient tant essayé d'éviter, la responsabilité. Je lui avais donné une dernière chance brutale de se sauver. Et maintenant, le choix lui appartenait. 3 mois ont passé. Je vis dans un nouvel endroit maintenant. C'est un appartement de 2 chambres au 7e étage d'un immeuble calme de l'autre côté de la ville. Il est plus petit que mon ancienne maison, plus propre et avec moins de choses à transporter. Depuis la fenêtre de mon salon, j'ai une vue dégagée et imprenable sur les montagnes rocheuses. Elles sont vastes, silencieuses et immuables, et elles me rappellent que mes propres drames sont très, très insignifiants. J'ai trouvé ici une paix que je ne savais pas avoir perdue. Sur la petite table à manger, il y a une boîte en carton. Je la prépare pour l'envoyer à Amelia. Je ne lui ai pas parlé depuis ce jour-là.
La fiducie lui envoie une allocation mensuelle et son avocat m'envoie une brève mise à jour officielle une fois par mois. Elle a un nouvel emploi, selon le rapport, un poste de débutante dans une entreprise de marketing. Elle a un appartement. Elle recommence à zéro. J'ai mis quelques objets dans la boîte. Le livre de cuisine préféré de sa mère, dont les pages sont douces et tachées de vanille. Un petit médaillon contenant une photo d'eux deux, prise il y a longtemps sur une plage. Et un simple livre de poche que j'ai acheté la semaine dernière. Il s'intitule Le choix de la responsabilité. Je n'ajoute pas de mots. Le contenu de la boîte parlera de lui-même. À côté de la boîte se trouve une lettre arrivée hier. Le cachet de la poste indique Phoenix, en Arizona. Elle est de Sarah Bishop. Son écriture est l'écriture élégante et cursive d'une enseignante de longue date. Elle m'informe que grâce aux preuves que j'ai fournies, le bureau du procureur a rouvert son dossier et poursuit désormais Kevin au pénal. Merci, écrit-elle. Vous avez donné une voix à ceux d'entre nous qui avaient perdu la leur. Vous n'avez pas seulement cherché à obtenir justice pour vous-même, vous l'avez cherché pour nous tous. Je plie la lettre et la range dans un tiroir. C'est une bonne chose de se rappeler qu'un petit geste juste peut avoir des répercussions dans le monde entier. Mon regard se pose sur la photo encadrée posée sur ma bibliothèque. On y voit Carol qui plisse joyeusement les yeux face au soleil dans le jardin de notre ancienne maison. Derrière elle, l'érable n'est encore qu'un jeune arbre. Je la prends, mon pouce effaçant une poussière sur le verre. Les documents juridiques font référence à la vente d'un bien immobilier, d'un actif. Mais cela n'a jamais été seulement cela. C'était notre maison. Et une maison n'est pas seulement un bâtiment. C'est une promesse. La promesse de garder un endroit sûr. Un endroit où règne la dignité et l'amour. Je regarde son visage souriant. Tu peux te reposer en paix maintenant, Carol, dis-je à la pièce silencieuse. J'ai protégé notre maison. Je range la photo. Je n'ai pas récupéré ma maison. Je n'ai pas récupéré ma fille. Du moins, pas celle dont je me souvenais. Mais je n'ai pas cherché à me venger. La vengeance est un feu qui consume tout. Je cherchais quelque chose de plus calme, de plus fort. J'ai cherché la paix simple et profonde qui vient du rétablissement de l'ordre, de la protection de ce qui est important. Et dans le calme de ma nouvelle vie, avec les montagnes qui veillent sur moi, je l'ai enfin trouvé. La leçon fondamentale de cette histoire est que la véritable force ne réside souvent pas dans une confrontation bruyante, mais dans une détermination tranquille et une planification méticuleuse. Elle nous rappelle avec force qu'il ne faut jamais sous-estimer la sagesse et l'expérience d'une génération plus âgée. Le parcours de David montre que face à la cupidité et à la trahison, les armes les plus efficaces sont l'intelligence, la patience et une compréhension approfondie des systèmes que les autres tiennent pour acquis. Ce n'était pas une histoire de vengeance, mais de rétablissement de l'ordre. Elle enseigne que la justice ne consiste pas à détruire, mais à protéger sa dignité et son héritage avec une précision calculée. Si vous pensez que la véritable force réside dans la sagesse, aimez cette vidéo. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires et partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.